Bonsoir et bienvenue, joie de vous retrouver dans ce club international de 28 minutes samedi avec ce soir des clubistes du continent européen pour discuter de l'actualité étrangère et française et notamment de notre élection présidentielle. Chez nous, on est à un an pile et la ligne de départ est déjà bien fournie. Je suis le candidat du mouvement insoumis. Vous dire que moi je suis candidat à l'élection présidentielle. Et moi je vais être candidate à la présidentielle. D'être moi-même candidat. Je serai candidat à l'élection en 2027. J'ai pris la décision d'être candidat à l'élection présidentielle. Je serai candidate à la présidentielle. Alors cet afflux de candidatures est une spécialité française. Qu'en disent nos voisins européens? Et au-delà, sur la bataille qui s'annonce sans le président sortant cette fois, eh bien on en débattra. L'invité de ce samedi nous vient du Québec. Simon Paré-Poupard est vidangeur, comprenez éboueur. Cet original a aussi fait ses classes en sociologie et il en tire un livre ordure avec un point d'exclamation s'il vous plaît pour nous interpeller sur ce métier indispensable et pourtant si mal vu, mais aussi sur notre modèle de consommation insatiable où tout, vraiment tout, finit dans nos poubelles. Et puis à la fin de l'émission, Natacha Triou nous donnera matière à méditer. Bonsoir Natacha. Bonsoir Benjamin. Alors sur quoi allons-nous plancher ce week-end s'il vous plaît? On va s'interroger sur une expression qu'on utilise tout le temps, tous les jours, depuis des siècles. Ça veut dire quoi? Se dire au revoir. Alors je vous dis à tout à l'heure pour ce au revoir. Voilà, vous avez un aperçu du programme. Bienvenue dans ce club international de 28 minutes. Et bonsoir à mes deux complices, Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin, ravi de vous retrouver. Et bienvenue à nos trois clubistes. Isabelle Durand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du think tank Friends of Europe et je rappelle que vous avez été vice-première ministre de Belgique et autre galon, vice-présidente du Parlement européen. À vos côtés, Anna Kowalska, bonsoir Anna. Vous êtes correspondante de la télévision publique polonaise TVP. Et puis Gilles Gressani, bonsoir à vous, directeur de l'excellente revue Le Grand Continent. Je signale la sortie le 28 mai prochain de l'ouvrage collectif du Grand Continent intitulé « L'ennemi qui nous désigne, apprendre à résister aux prédateurs ». Et au pupitre, l'ami Pierre Kroll. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Vous dessinez pour le quotidien, je le rappelle, belge Le Soir et l'hebdomadaire belge Ciné Télé-Revue. Et votre BD, bien sûr, on ne se lasse pas. Dans quel monde on rit aux éditions des Arènes? Voilà, Valérie, première actualité, la défaite cuisante, historique du Premier ministre britannique aux élections locales. Ah, c'est même une claque, Benjamin, pour les travaillistes sur les 5066 sièges en jeu dans les élections locales anglaises. Le parti de Keir Starmer a perdu plus de 1400 conseillers, pendant que le parti d'extrême droite Réforme UK en gagne plus de 1400 et prend le contrôle d'une quinzaine de collectivités. Même débâcle aux élections des parlements gallois et écossais qui avaient lieu le même jour. Pour Nigel Farage, ce n'est plus un avertissement, c'est un basculement. I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics. We've been so used to thinking about politics in terms of left and right, and yet what Reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally we're proving in a big way we can win in areas that Labour have dominated, frankly, since the end of World War I. Isabelle Durand, derrière cette poussée de réforme UK, vous voyez quoi? Un simple vote sanction ou une ascension inexorable? En tout cas, un vote qui casse un peu l'image du bipartisme au Royaume-Uni, où on avait toujours les Tories, les travailleurs en alternance. Donc manifestement, il se passe des choses à la fois via Réforme UK, mais aussi l'émergence de partis qui ont aussi pour partie gagné ces élections locales. Oui, vous pensez aux Verts notamment? Je pense entre autres aux Verts, je pense aussi au Lib Dem. Exactement. Donc il y a une fragmentation qui est quelque part nouvelle. Ceci dit, elle est nouvelle au Royaume-Uni, mais elle n'est pas nouvelle dans d'autres pays européens où on est de plus en plus amené à avoir une classe politique beaucoup plus, ou des offres politiques beaucoup plus fragmentées. Alors c'est vrai que, de mon point de vue, Nigel Farage, c'est un peu un Trump en cravate et un peu plus british, parce qu'il a beau dire qu'il va de tous les côtés, il a quand même un programme qui est un programme d'extrême droite. C'est un programme qui vise, bien sûr, comme toujours à l'extrême droite, l'immigration et l'écologie, qui sont les deux sujets sur lesquels il faut taper, et les élites, l'anti-élite. Et donc, il a beau dire qu'il est la famille intermédiaire, il a une idéologie et un choix politique, ou une offre politique qui est une offre politique d'extrême droite. Mais comment vous expliquez, Gilles Gressani, cette défaite de Starmer? Est-ce que c'est cette social-démocratie qui est incapable de gérer des dossiers sensibles comme l'immigration? Visiblement, ça a beaucoup joué dans le choix des électeurs.
Oui, je pense qu'il y a une question qui est assez simple. Le Royaume-Uni est en Europe. Et on s'est rendu compte, au fond, c'était rappelé, qu'il y a une fragmentation politique, il y a une difficulté du gouvernement, de l'épreuve du gouvernement. Et en même temps, justement, le Royaume-Uni n'est plus en Europe. Et c'est, je pense que ça, la clé, au fond, pour comprendre ce scrutin, cette élection, c'est qu'en fait, Farage, et c'est paradoxal, il arrive à s'enrichir politiquement du fait que le pays, depuis la sortie du Brexit, s'est appauvri très considérablement. Donc, en fait, il exploite la colère que lui-même il a sollicitée, avec cette idée, au fond, qu'il s'agit d'aller jusqu'au bout d'une logique. Au fond, on a fait le Brexit, allons jusqu'au bout. Vous voyez, en fait, il y a la période dans laquelle on parlait du socialisme réel. En fait, c'est un peu le Brexit réel qui est proposé aujourd'hui. Et de l'autre côté, le fait que c'est si difficile de créer des coalitions, de désistement d'un système qui est fondé sur le majoritaire à un seul tour, eh bien, fait que c'est très difficile pour les autres de se coaliser. On va voir justement, Anna Kowalska, aussi, aujourd'hui, Keir Starmer, le Premier ministre, a réagi forcément à cette défaite dans les colonnes du Guardian, le journal britannique, et voilà ce qu'il a déclaré. La bonne leçon à tirer de ce scrutin est d'écouter les électeurs. Cela ne veut pas dire prendre un virage à droite ou à gauche. On a l'impression qu'il est quand même un peu perdu là, quand il dit ça, parce qu'il ne sait pas où aller et qu'il n'a peut-être pas entendu. Malgré tout, il ne veut pas démissionner. On a l'impression aujourd'hui qu'en Grande-Bretagne, Keir Starmer comme ils disent en anglais, he's in office but not in power. Donc il est en charge, mais il n'a pas vraiment le pouvoir. Il ne sait pas comment diriger suite au scandale, notamment de Peter Mandelson, scandale de Jeffrey Epstein. Donc, qui était l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Washington. Nommé par Keir Starmer, mais puis aussi justement à cette colère de peuple qui est grandissant, incompétence du service public. Je pense qu'il devrait démissionner, sauf que la question est qui va gouverner par la suite. La Grande-Bretagne aujourd'hui n'a pas de majorité claire, ni de côté de gauche, ni d'extrême droite, pas non plus de stratégie de coalition. Et ni de candidat essentiel qui viendrait naturellement. Donc je pense qu'il y a probablement un chaos, situation peut-être miroir de la France qui nous attend. Et les prochaines élections, c'est en 2029, donc c'est lointain si on en reste là. Isabelle Durand, est-ce qu'on pourrait dire aussi que le grand perdant de ces élections, c'est aussi les Tories, vous en parliez, ils ont quasiment tout perdu. Est-ce qu'ils ne sont pas en passe d'être remplacés par Reform UK? Ben voilà, on est de nouveau dans un exercice de passage d'un électorat d'un parti à un autre. Et c'est vrai que probablement qu'une partie des électeurs de Nigel Farage sont des gens qui votaient Tories. C'est aussi des gens qui votaient Labour. Et c'est un électorat assez mixte, mais en tout cas qui, dans des zones plus difficiles, dans des zones plus ouvrières, dans des situations sociales extrêmement difficiles, voilà, on leur a fait croire. Et en plus, on a entretenu malgré tout l'europhobie. C'est le programme de... Donc oui, il a pris des deux côtés et sans doute peut-être un peu plus à droite qu'à gauche, mais en tout cas, il a pris des deux côtés. Gilles Gressani, pour élargir un peu la focale, on a l'impression que la social-démocratie européenne, elle a quand même du mal à se construire ou à se reconstruire. Est-ce que c'est aussi le sentiment que vous avez? On avait l'impression que là-bas, ça marchait finalement et que Starmer avait trouvé une nouvelle voie et finalement, il y a une impasse. Je pense qu'il faut essayer de regarder du côté de l'offre, mais aussi du côté de la demande. Du côté de l'offre, vous avez tout à fait raison. On voit très bien qu'il y a très peu aujourd'hui de trajectoires politiques stables et fortes. L'Espagne, on parle souvent, le Danemark, mais pas beaucoup d'autres. Quand on va du côté de la demande, en fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui a changé avec le trumpisme, qui est très paradoxal. Vous parlez des électeurs, de la demande des électeurs. C'est ça. En fait, si vous voulez, comment se positionnent les électorats et comment se positionnent les opinions publiques. Et en fait, on voit que Trump est en train de construire quelque chose qui ressemble à un arc progressiste, quelque chose qui irait de l'extrême gauche au centre droite, qui, sur des questions fondamentales du type qu'est-ce que c'est Donald Trump et qu'est-ce qu'il faut faire face à lui, converge d'une manière très majoritaire. Et c'est un peu le contraire de ce qui s'était passé avec la grande crise de l'accueil de la migration. Au fond, vous voyez, la migration avait clivé la gauche et avait réuni les droites. Là, Trump est en train de faire l'inverse. Il est en train de cliver les Trumpistes et réunir les autres. Pour le moment, ça ne se voit pas trop, mais souvent en politique, en fait, la demande précède l'offre, et donc peut-être c'est ça une des qui pourrait redéfinir en fait, une forme d'anti-trumpisme plus large, avec un arc plus large. Ok, on verra cela. Pierre Kroll, alors vous, votre analyse politique. Analyse politique, c'est beaucoup dire. Voilà, c'est plutôt le printemps dans la campagne anglaise. Voilà, beaucoup de verre, parce que les écologistes ont fait des points. Des petits Farage qui poussent un peu partout. Et le roi Charles III augure déjà que Keir Starmer va partir. Lequel fait remarquer, je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis Tony Blair et Gordon Brown, il n'y a pas beaucoup de premiers ministres qui vont au bout de leur législature en Angleterre. Ouais, en effet. Eh bien, merci, cher Pierre. Notre très cher voisin, on reste en Europe avec vous, Valérie, pour votre rubrique. On part en Roumanie, où une alliance inédite entre les sociaux-démocrates, les revoilà, et les
l'extrême droite a renversé le gouvernement. Oui, la Roumanie voulait rassurer Bruxelles. Elle se retrouve sans gouvernement. Mardi dernier, le Parlement roumain a fait tomber le gouvernement pro-européen d'Ilie Bolojan, destitué par une motion de censure adoptée à 281 voix. Une motion portée par une alliance contre nature avec d'un côté les sociaux-démocrates du PSD et de l'autre l'extrême droite nationaliste de l'AUR. Une coalition de démolition qui précipite une chute que le président roumain digère malgré l'amertume. Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Une direction qui pensait écarter l'extrême droite. C'était l'idée en nommant Ilie Bolojan du Parti national-libéral, formation de centre-droit pro-européenne, nommée donc il y a moins d'un an pour confectionner une grande alliance pro-occidentale et tenir ensemble les libéraux du PNL, les sociodémocrates du PSD, l'USR réformiste et l'UDMR, représentant la minorité hongroise. Tous d'accord sur le papier pour dépasser le traumatisme institutionnel de l'annulation du scrutin présidentiel de 2024 et contenir la crise politique qui nourrissait l'extrême droite. Rappelez-vous, le premier tour de l'élection présidentielle avait été purement et simplement annulé par la Cour constitutionnelle de Roumanie, invoquant des règles de financement électoral contournées et des soupçons d'influence extérieure. Au moment où le scrutin était stoppé net, le candidat indépendant d'extrême droite, Călin Georgescu, pro-russe et eurosceptique, arrivait en tête avec presque 24% des voix. Annuler ce premier tour de l'élection avait provoqué un séisme démocratique et ouvert une période de forte instabilité politique. Il y avait une nouvelle élection en mai 2025, il y a un an, et ça avait rebattu les cartes. Et oui, vous avez raison, avec un président pro-européen et cette coalition gouvernementale d'accord aussi pour remettre les finances publiques dans les clous européens. Un mariage de raison sous observation bruxelloise, des signatures, des sourires de façade, mais peu d'amour et surtout une grosse facture posée au milieu de la table. Pour la régler, Bolojan applique sa méthode. Rigueur budgétaire, hausse d'impôts, gel des salaires et des pensions publiques. Une grammaire qui rassure la Commission européenne, mais provoque la colère des électeurs sur laquelle surfe l'extrême droite. Ați primit în ultimul an și în ultimii ani din partea celor care se pretind pro-europeni taxe, război, sărăcie. Este timpul, prin votul de astăzi din Parlament, ca vocea românilor să se audă. Et la Roumanie est sous procédure européenne. Eh oui, absolument, pour déficit excessif qui avait atteint 9,3% du PIB en 2024, le plus élevé de l'Union européenne. Le gouvernement de Bolojan s'était engagé à réduire cet écart pour accéder aux 10 milliards d'euros promis par l'Europe en échange de réformes. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus de gouvernement pour les mettre en place. Le thermomètre est cassé, mais la fièvre budgétaire, elle, n'est pas soignée. Alors pour l'instant, le président a exclu l'organisation d'élections anticipées qui, d'après les derniers sondages, donnerait l'extrême droite très largement en tête avec 37% des intentions de vote, loin devant les autres formations. Anna Kowalska, est-ce que la Roumanie peut devenir la nouvelle Hongrie, le nouveau cauchemar de Bruxelles? Je pense qu'elle risque de devenir une nouvelle France aussi, où il n'y a pas de majorité politique très claire au Parlement. Sauf que la situation de Roumanie aujourd'hui n'est pas la situation de la France. Ah oui. On parlait de déficit, puis la Roumanie attend, je crois, 10 milliards aussi de plans de relance de fonds européens dont on a besoin, donc elle a aussi besoin de gouvernance forte. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que cette alliance de la honte, comme on l'a appelé en Pologne, qui a provoqué la chute du gouvernement, était strictement politique. Vraiment, les sociodémocrates ne voulaient pas perdre les électeurs. On a probablement politique et réalisait pas à quel point ça peut influencer la stabilité du pays. Est-ce que cette alliance sans précédent, Isabelle Durand, elle peut quand même se poursuivre là, se reproduire encore ? J'espère que non. Enfin, franchement, quand on parle d'alliance de la honte, oui, c'est vrai que c'est un cordon sanitaire qui est brisé. C'est-à-dire, hélas, pas le seul en Europe où l'extrême droite est associée soit au pouvoir, soit en soutien du pouvoir. Mais c'est terriblement inquiétant
qu'on parte du principe qu'on puisse construire une coalition avec des acteurs d'extrême droite. Je pense que c'est quelque chose de difficile à admettre. Alors après, évidemment, ça rend les autres coalitions sans eux très difficiles. C'est aussi éventuellement mettre de côté un certain nombre d'électeurs qui ne se retrouvent pas dans les partis plus classiques. Et donc, ça demande aux partis classiques de répondre à toutes les questions auxquelles les électeurs par lesquelles les électeurs ont montré ils ont des attentes. Oui, mais Gilles Gressani, pardon, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité européenne assez rapidement? C'est-à-dire on a l'impression que c'est aussi l'Europe qui nourrit aussi cette extrême droite. Est-ce qu'elle est suffisamment compréhensive, par exemple, sur les déficits? Voilà, ce 3%, ce totem, est-ce que c'est pas répulsif aujourd'hui pour des populations comme les Roumains? En fait, je pense que ce qui se joue en Roumanie est vraiment une question géopolitique. C'est cette coalition de Georgescu, cette nouvelle possibilité effectivement de se retrouver avec un front poutinien dans un pays central pour l'architecture de sécurité, qui effectivement ferait qu'on devrait pouvoir renégocier des règles en prenant en compte effectivement, au-delà de l'intérêt économique, de la stabilité budgétaire, aussi des questions de développement et de prospective qui sont, eux, géopolitiques. Et des attentes. Merci. Pierre, votre analyse, s'il vous plaît, avec vos feutres. Vous avez parlé de la Grande-Bretagne, mettant de la Roumanie. Je crois que ce dessin vaut pour beaucoup de pays d'Europe. L'extrême droite frappe à la porte. Est-ce qu'on ouvre ? Merci Pierre. C'est l'heure de notre employé de la semaine, direction l'Inde, où une ancienne superstar du cinéma s'est invitée en politique et vient de faire de l'ombre, au Premier ministre nationaliste Modi. Olivier Boucreux, regardez, nous en dit plus. Nous sommes tous des employés, certains font de la politique, d'autres du cinéma. Lui fait les deux avec le même public. I am coming. C'est qui Joseph Vijay Chandrasekhar, dit Vijay, 51 ans, acteur, chanteur, danseur et immense star du cinéma tamoul. Aujourd'hui patron de son propre parti politique. Créé il y a moins de 2 ans, le TVK est arrivé en tête des élections régionales au Tamil Nadu, avec plus de 16 millions de voix pour 80 millions d'habitants. Pour la première fois depuis près de 60 ans, les deux grands partis de centre-gauche qui dominaient l'État ont été battus. Vijay défend une ligne régionaliste et sociale, protection de l'identité tamoule, lutte contre la corruption. Il se veut laïque et s'oppose au BJP, le parti nationaliste hindou. Dans ce grand état du sud de l'Inde, les stars passent régulièrement de l'écran à la tribune. Le héros qui défend les pauvres pour de faux gagne leur voix pour de vrai. Parfois, comme Jaya Lalita, une actrice devient chef du gouvernement régional. Flashback années 80, à 10 ans, Vijay apparaît déjà dans les films de son père réalisateur et de sa mère chanteuse. Premier grand rôle à 18 ans, trop maigre, pas assez charismatique, disent les critiques. Il deviendra pourtant l'un des acteurs les plus puissants d'Inde. Cachet gigantesque, un surnom, Talapati le commandant, et 69 films, romances, actions et même scénarios plus engagés. Critique du gouvernement Modi, Premier ministre indien. Son ultime film, Jana Nayagan, héros du peuple, met en scène un homme ordinaire devenu leader politique face à un système corrompu. Le message est passé. Dès 2009, Vijay transforme ses clubs de fans en réseau d'action sociale, officiellement charité, officieusement machine militante. Sa campagne a été marquée par un drame, une bousculade lors d'un meeting a fait 41 morts, l'enquête est en cours et ce n'est pas du cinéma. Et finalement, pourquoi lui? Parce que comme souvent, politique et cinéma, même combat. Merci Olivier Boucreux. Gilles Gressani, est-ce que Modi a du souci à se faire ou ça reste un épiphénomène pour vous? Ça dit quelque chose de très profond. Vous savez, dans les départements de sciences politiques, on parle de la crise de la représentation depuis très longtemps. En fait, nos systèmes sont représentatifs. Donc, il faut d'une manière ou d'une autre incarner quelque chose. Et aujourd'hui, on voit bien que cette crise de la représentation cherche des incarnations là où les gens vont voir des choses. Donc, de plus en plus sur Internet, mais aussi dans le cinéma. Et même si ce n'est pas nouveau, on avait eu Reagan, on a eu Schwarzenegger. Et on a Zelensky aujourd'hui. On a Zelensky. Et je pense que c'est très important parce que ça montre, en fait, il y a quelque chose de tellurique qui est en train de se passer, qui n'est pas épiphénoménal, qui est vraiment aujourd'hui, on a changé la manière dans laquelle on vit, en bonne partie à cause de nos portables, du fait qu'on vit dans l'espace digital, et que dans cet espace digital, les États ne sont pas faits pour tenir, et il n'est pas codé par des juristes, il est codé par d'autres personnes. Et donc on a, Elon Musk. On assiste à un foisonnement encore plus important qu'il y a 40 ans. Oui, Pierre Kroll, pour vous aussi, en 2000, voilà, la prochaine élection présidentielle. C'est ça, mais merci pour la suggestion. Je vais rester ici. Et vous alors, Pierre, c'est un portrait assez sulfureux que vous nous avez fait là, un portrait officiel.
Vous venez de citer Ronald Reagan, Zelensky, etc. J'ai lu que votre Indien, là, dont j'arrive pas à retenir le nom, il a joué dans 69 films, Depardieu a joué dans 200 films. Alors, qu'est-ce qu'il attend pour annoncer lui aussi qu'il se présente? Merci, cher Pierre. On verra cela. On passe à la seconde actualité, Valérie, de la semaine. Et dans un an, à cette date, le 9 mai, nous aurons un nouveau président ou présidente de la République. Oui, Benjamin, et on aura du choix entre celles et ceux qui ont officialisé leur candidature et les autres pressentis, et celles et ceux qui réfléchissent. Eh bien, la ligne de départ ressemble déjà à un embouteillage. Isabelle Durand, depuis la Belgique, comment vous regardez ça? Comme la vie démocratique française qui est ultra dynamique, ou au contraire comme quelque chose d'un peu brouillon? Un peu brouillon, un peu inquiétant, parce qu'évidemment, à un an d'une échéance qui va compter d'abord pour les Français, mais pas seulement pour eux, évidemment. Et donc, oui, une certaine inquiétude. Je ne donne pas de leçons, parce que la Belgique, par moment, a aussi eu ces périodes compliquées, elle les aura encore. Par contre, ce que je constate, c'est quand on voit le nombre de candidats, à quel point cette élection présidentielle est absolument... c'est celle qui détermine toute une carrière politique en France. On peut soit tout perdre, soit tout gagner en ayant été candidat, même si on n'a aucune chance de la gagner, cette élection. Enfin, je veux dire, il y a des candidats qui n'ont pas beaucoup de chance de la gagner, mais qui se présentent et pour lesquels cette campagne, elle divise profondément, y compris les partis politiques, les groupes politiques, les alliances, etc. Alors que la Ve République, telle qu'elle a été créée, avait pour but de lutter contre les clivages et d'avoir un président fort, élu directement. Et en fait, on se rend compte que cette élection présidentielle, elle divise encore un peu plus, déjà dans un climat politique français très, très compliqué depuis les dernières élections législatives. Anna Kowalska, on en parle en Pologne On en parle aussi avec l'inquiétude. Et ce qu'on note, c'est qu'en France, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de leader fort au centre, à gauche, ni à droite mesuré. Donc, ceux qui bénéficient d'un visage fort qui peut se présenter à la présidentielle, c'est l'extrême gauche et l'extrême droite. C'est-à-dire que chez vous, on parle beaucoup de Le Pen, Bardella et Mélenchon, si je m'entends bien. On parle surtout... Quasiment que vraiment, seulement de Jordan Bardella, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, c'est les trois noms qui persistent. Ce qui est inquiétant, parce que de notre point de vue, aujourd'hui, vu la manque de stabilité en Europe, la France, un pays avec l'arme nucléaire qui est dans l'OTAN, deux pays fondateurs de l'Union européenne, risque de choisir, faire élire un président qui veut peut-être sortir de l'OTAN et de l'Union européenne, ce qui est très inquiétant pour notre sécurité collective. Et Gilles Graziani, justement, aussi en Italie, comment on peut regarder ça? Parce que c'est vrai que les systèmes électoraux, c'est un peu comme en Pologne, où c'est vrai qu'avec le président, on a l'impression qu'on ne parle que de ça dans la vie politique française. Ça structure notre vie politique depuis la fin de la dernière présidentielle. Comment vous regardez ça, justement, vous, en Italie, où le président n'a pas eu tout le même rôle, d'ailleurs, que chez nous? La vraie question, c'est est-ce qu'on vote un simple président ou est-ce qu'on vote un chef des armées? Est-ce que l'international va jouer un rôle prépondérant dans la politique nationale? Ça, je pense que c'est la question qui aujourd'hui est ouverte et je pense qu'on n'a pas trop de réponses encore. Et je pense aussi, quelque part, que c'est un peu normal qu'on parle surtout de Mélenchon, Le Pen et Bardella, parce que c'est les seuls vrais candidats à ce stade d'un camp politique existant. Et on voit bien qu'en fait, il y a une prolifération de candidatures, parce qu'au fond, on n'a pas choisi qui sera le vrai candidat de l'espace central. Est-ce qu'il y aura un candidat au centre-gauche? Et donc je pense que l'intérêt, disons, est faible parce que c'est une question ouverte. Chez vous, alors, il faut Glio, le quotidien, pense même à Christine Lagarde. Alors, il rajoute une personnalité. Ça, c'est la projection technocratique. Enfin, en gros, ce serait un peu le Draghi de la situation. De fait, c'est une des choses qui étonne beaucoup les Italiens, c'est qu'il n'y a pas... Disons, les Français savent faire bien vieillir les vins, mais moins bien les personnalités politiques. Et au fond, on ne trouve pas de grand-père ou grand-mère de la nation qui serait prête aujourd'hui à l'emploi. Alors qu'en Italie, en fait, c'est très normal, parce que la politique se font pour la présidence de la République, et donc, en fait, il faut être bon au sprint final sur les 60 ans, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Alors, il y a beaucoup de monde déjà sur la ligne de départ, on l'a dit, et ça agace déjà l'opinion, d'après l'Institut Ipsos BVA. Ça en dit long, je trouve, quand même, sur le climat politique actuel, la difficulté, finalement, pour des personnalités à émerger sur ce qu'elles devraient être, c'est-à-dire des idées ou une forme de charisme ou quelque chose de naturel qui fasse qu'il n'y ait pas de débat dans son camp, ou un processus comme la primaire. On voit même que même là, c'est compliqué. Donc oui, ça en dit long, je trouve, sur le climat. Et chez les Français, ça génère de l'agacement, du fatalisme, voire même un peu de colère et de lassitude face à cette situation. Isabelle Durand, est-ce que cette prolifération de candidats, elle est le symptôme d'une crise politique en France?
Oui, en partie, évidemment. Et je pense qu'il y a encore un autre phénomène qui s'ajoute à cette crise, c'est le soutien de Bolloré, le rôle de CNews, qui finalement essaye de diaboliser complètement LFI, mais en diabolisant France Insoumise, il dédiabolise le Rassemblement national. Et ce n'est pas pour rien dans ce que vous disiez que finalement, de l'extérieur, on regarde seulement les candidats extrême droite et extrême gauche comme étant les deux qui finalement se regardent. Et je trouve que l'ingérence de ces nouveaux de ces médias qui, on l'a vu sur l'histoire du maire de Saint-Denis, à quel point sur CNews on peut se permettre un racisme décomplexé qui plaît à un certain nombre d'électeurs, je trouve que c'est extrêmement dangereux et ça contribue à la confusion. Même si le succès du RN ne date pas uniquement de Non, CNews. bien sûr, mais il est nourri, je dirais, par cette opposition cherchée. Anna Kolowskaï, on a l'impression aussi qu'il y a un problème en France, un des nombreux problèmes, c'est aussi sur les primaires. Qu'on a un problème, on est traumatisé par les primaires, on ne sait pas comment faire. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Là, les partis politiques ne savent plus comment faire. Est-ce que c'est pas ça aussi qui bloque tout à un moment aussi? Parce qu'on se dit, tellement tout le monde est obsédé par la présidentielle que ça serait très simple de faire une primaire, en fait. Ça serait probablement peut-être utile. En Pologne, il n'y en a jamais. Les partis arrivent de choisir leur propre candidat, mais c'est parce qu'il y a un certain leadership depuis des décennies dans une partie. Aujourd'hui, en France, clairement, il y a une sorte de crise de leadership. Il n'y a pas de projet fédérateur. Il n'y a même pas une stratégie au centre, à gauche et à droite. Encore une fois, comment gouverner la France. Et je pense que c'est ça la raison pour laquelle il y a autant de candidats. Donc effectivement, peut-être les primaires, ce serait une solution. Gilles Gressani, les primaires, ce serait une solution pour parler du fond, plus que des personnalités. C'est vrai qu'on avait beaucoup parlé du fond quand il y avait les primaires. Mais, je comprends le sens de la question. Mais en fait, fondamentalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la Ve République fonctionnait quand il y avait des partis. C'est la première fois qu'il y a une élection présidentielle où en réalité on se pose la question d'un suffrage universel direct où il n'y a pas de médiation des partis. Et donc au fond, c'est vraiment n'importe qui peut effectivement, à condition évidemment de cocher quelques cases, se présenter légitimement. Et ça produit cet effet de prolifération. Et au fond, donnera très probablement un rôle aux sondages et aux médias sur l'écrémage et le filtre de qui sera légitime au dernier virage, donc très probablement au mois de janvier 2027. On regardera de près les sondages. Et vous aussi, Pierre, qu'est-ce que vous allez regarder les sondages? Et dans vos deux dessins, parce qu'on est gâtés, il y a deux dessins. Oui, alors c'est vrai que c'est amusant pour le moment, c'est que tous ceux dont on se demandait s'ils se présenteraient se présentent. Voilà, c'est assez facile. Donc ce serait plus facile de demander qui n'est pas candidat. J'aime bien mon petit Mélenchon là-bas. Ah, oui. Alors, et cela dit, pour l'électeur, c'est pas toujours facile parce qu'il y a aussi le positionnement de chacun de ces partis. Moi-même, j'ai parfois un peu de mal à savoir si la gauche est tout à fait de gauche, plus à gauche que l'extrême gauche, où est le centre, etc. La recomposition ou la décomposition, diraient certains. Merci Pierre. Avec vous Jean-Mathieu, eh bien pour la télé des autres, on part en Italie. Cette semaine, sacrée histoire. Oui, cette semaine, j'ai regardé la télévision italienne où, figurez-vous, on a reparlé des soirées Bunga Bunga. Vous vous en souvenez, soirée Bunga Bunga, organisée par Silvio Berlusconi. On n'y était pas. Alors écoutez Isabelle, je ne sais pas, peut-être au week-end, je ne sais pas. Voilà, on vous en parlerai tout à l'heure peut-être, mais au cœur du scandale, je vous le dis, vous étiez dans un scandale en tout cas, bien, il y avait également une femme, figurez-vous, donc Nicole Minetti. Sa récente grâce fait scandale et un conseil, mais vraiment un conseil, n'en parlez jamais à Giorgia Meloni. E mi avete fatto 8 domande sul caso Minetti, va bene. Passano 2 giorni e mi presento con un altro provvedimento con il quale stanzio 10 miliardi di euro per consentire agli italiani di avere 100.000 case tra case popolari e case a prezzi calmierati in 10 anni e voi mi chiedete del caso Minetti. Adesso posso chiedervi ogni tanto di parlare anche di quello di cui io sono responsabile e mi sto occupando? Perché le sue domande sono un po' campate in aria. Voilà, Giorgia Meloni, très en colère, car elle est embourbée, malgré elle, dans une affaire qu'elle pensait depuis longtemps enterrée. En France, ils sont rares ceux à connaître Nicole Minetti. En Italie, elle a marqué les esprits et a récolté le surnom de reine des Bunga Bunga. À la base, Minetti a une double casquette assez originale, faut bien le dire. Elle est à la fois assistante dentaire, voilà, et assistante en petite tenue à la télévision italienne. Voilà, donc c'est un mélange assez étonnant. Elle rencontre Silvio Berlusconi, qui la propulse conseillère régionale de Lombardie en 2010. Cette même année, elle se retrouve mêlée au scandale donc des soirées du Premier ministre de l'époque et finit par être condamnée pour incitation à la prostitution après une longue procédure judiciaire en 2019, 2 ans et 10 mois de prison. Ça sera rallongé par une peine de 13 mois pour détournement de fonds publics. Le 18 avril dernier, le président italien lui accorde une grâce pour raison humanitaire. Minetti doit s'occuper de son enfant malade, adopté en Uruguay, les drames de la vie, ou pas en fait, comme l'a révélé une enquête journalistique.
La principale è che il bambino, dato per abbandonato, avrebbe in realtà una madre in Uruguay, ora scomparsa. Il Quirinale non dispone di un ufficio che si occupa di verificare l'istruttoria prima della firma, spiegano dal Colle, anche perché la richiesta avanzata dall'avvocato della Minetti ha avviato un lavoro di mesi, licenziato con un ampio parere della Corte d'Appello di Milano e poi dal ministro Nordio. Alors, la mère de l'enfant en Uruguay a disparu. L'avocate qui s'est occupée du dossier est retrouvée morte dans un incendie. Les investigations menées par le journal Il Fatto Quotidiano à propos du cas Minetti ont de quoi faire fermer Netflix en termes de scénario à rebondissement. Aucun autre doute concernant cet enfant. Comment Minetti a-t-elle réussi à adopter malgré l'épaisseur de son casier judiciaire et surtout... Autre affaire, que le nom de son compagnon apparaît dans les dossiers Epstein. Voilà, ça c'est aussi une autre question. Alors ça ne s'arrête jamais et maintenant s'ouvre le dossier politique. Une question est sur toutes les lèvres, mais pourquoi le président italien a-t-il gracié Nicole Minetti, le tout soutenu par l'actuel ministre de la Justice qui fait partie de la même formation que Giorgia Meloni. Alors face au scandale, le palais présidentiel a demandé donc au ministère de la Justice de vérifier maintenant la possible fausseté des éléments présentés à la demande de clémence. Telle pourrait être en fait la raison de la colère de Giorgia Meloni. Cette affaire éclabousse tous ceux qui s'en approchent et le moment en plus n'est pas vraiment le mieux choisi pour le gouvernement, comme l'explique Marco Travaglio, il est rédacteur en chef d'Il Fatto. E il sospetto di un privilegio ovviamente rende ancora più pop una storia che è già pop di per sé, perché quindi ovviamente attira l'attenzione non in termini positivi per il governo che ha problemi ben più seri di soldi, cioè non ha più una lira anche perché non ha fatto la tassa sugli extraprofitti e butta via soldi per le armi anziché per le esigenze degli italiani. Voilà, et maintenant on ouvre un troisième volet, Benjamin, c'est Interpol qui s'intéresse maintenant à l'affaire, donc c'est assez incroyable et on le voit que apparemment le fantôme de Silvio Berlusconi n'a pas choisi la discrétion. En tout cas, Gilles Gressani, on voit qu'en ce moment, Giorgia Meloni, on l'a vu très en colère tout à l'heure, mais aussi, comme l'explique son rédacteur en chef, c'est qu'en ce moment, elle traverse une mauvaise passe, c'est-à-dire qu'elle a perdu son référendum, là il y a cette affaire, alors qui nous ne touche pas, mais en Italie, apparemment, qui a une résonance assez particulière. On voit qu'il y a quand même des tensions dans son gouvernement aussi, c'est-à-dire que l'état de grâce serait en train de passer ou pas pour Giorgia Meloni? Oui, ça c'est très clair et c'est très net. Je pense que cette affaire montre une chose, vous avez très bien présenté un dossier très difficile, car au fond, c'est le retour de Berlusconi. Mais qu'est-ce que ça dit? Ça dit fondamentalement, c'est que personne n'a réussi à ouvrir un nouveau cycle politique en Italie après la disparition de Berlusconi. Toujours pas, oui, c'est ça. Et Meloni, au fond, c'était ça la promesse. On ouvre une nouvelle séquence avec une continuité. C'est la même majorité, mais avec un jeu de vases communicants. Au fond, le parti qui était celui plus à droite, le sien, avait plus de voix du parti qui était celui de Berlusconi, mais c'était la même coalition. Eh bien, elle n'a pas réussi à convaincre, sur un tas de dossiers, un tas de questions fondamentales, qu'elle pouvait être la personne à ouvrir une nouvelle page. Donc on n'a pas construit une nouvelle classe politique, on n'a pas construit une nouvelle élite, et aujourd'hui se retrouve avec une machine qui n'a presque plus d'énergie. Et on parlait de fantôme de Silvio Berlusconi, Jean-Mathieu en parlait. Pierre, vous avez pensé aussi à ce fantôme-là. Oui, même si pieds sous terre, Silvio Berlusconi s'en souvient de la Minetti. Voilà. Cela dit, pour la petite histoire, la tombe de Berlusconi ne ressemble pas à ça. Je vous conseille d'aller voir sur Internet à quoi elle ressemble. Plus bling-bling et ridicule que ça n'existe pas. Quel bosseur, vous allez jusqu'au bout de votre boulot. Bravo Pierre. Et c'est l'heure d'accueillir notre invité du samedi, Simon Paré-Poupard. Bonsoir à vous, installez-vous. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes un drôle de gars, Simon Paré-Poupard. Vous êtes québécois, on va l'entendre, et couteau suisse. Vous avez été journaliste, candidat vert à des élections locales, et j'en passe. Et puis surtout, vous êtes depuis 20 ans, à raison de quelques jours par semaine, éboueur. Et vous avez aussi fait des études de sociologie. Vidangeur, on dit, comme on dit au Québec, parce qu'ici c'est éboueur. Et vous en avez tiré un essai hors du commun, le voici. Ça s'intitule « Ordure », avec un point d'exclamation. Et ça fait un tabac chez vous, 50 000 exemplaires. Et vous y parlez du quotidien de ce métier que vous avez donc exercé, que vous exercez. Métier pas facile, de vos collègues, que la vie n'a pas épargné, qui sont tous très attachants. Il y a des portraits formidables. Mais vous parlez aussi de nous, consommateurs effrénés, nourriciers de cette autre bête humaine, on pourrait dire la poubelle. Alors d'abord, une question sur vous. Rien ne vous prédisposait à être derrière ces bennes au Québec. Comment êtes-vous arrivé à ce métier de vidangeur? De vidangeur. En fait, moi, j'aime dire qu'on est vidangeur. On ne le devient pas, c'est-à-dire on est dans le sens que c'est d'une origine sociale la plupart du temps. Ceux qui restent en arrière d'un troc, un camion à vidange, c'est des gens qui étaient un peu prédestinés socialement.
un peu comme Luc Boltanski avait fait une étude ici disant que les médecins engendrent les médecins, nous, les vidangeurs, engendrent des vidangeurs la plupart du temps. Fait que j'avais un peu cette particularité-là. J'ai eu une enfance plutôt difficile qui m'a emmené en arrière du camion. Oui, parce que c'est votre beau-père qui vous dit, voilà, mais il faut que tu sois viril, alors vas-y, quoi, et vous lancez assez jeune. Ça ne vous empêche pas de continuer des études en parallèle, ça c'est assez inhabituel. Et vous décrivez la dureté du métier, hein, il faut le dire. Et là-bas, le métier est privatisé, il faut le dire aussi. Donc, c'est des milliers de tonnes que chaque année, vous portez à la sueur de votre front, et ça déclenche des maladies, des difficultés. C'est un métier éreintant. Éreintant, mais très plaisant. Par ailleurs, même un peu euphorique, un peu comme lorsqu'on retrouve dans le sport extrême. Les gens, en fait, passent une grande partie de leur temps libre à faire du sport. Oui. Et nous, on a l'occasion de le faire en travaillant et surtout en donnant bénéfice à la société. Parce qu'en fait, c'est pas du sport individuel, mais c'est du sport collectif. Mais ce qui est fou, c'est que quand vous parlez de sport, c'est vraiment du sport parce que vous faites un semi-marathon par jour. Ouais. Oui, certains secteurs, là, c'est un 20-25 km en chargeant 30 à 40 tonnes à Montréal. 30 à 40 tonnes, là, c'est probablement l'équivalent de 8 de vos camions. Ouais, je les ai vus, là. Je suis un peu plus petit que nous à Montréal, parce que nous, effectivement, au Québec, on est dans les pires. Là, on produit énormément de déchets par capita, par personne. Vous parlez de nos camions français. Moi, j'ai un petit garçon qui adore jouer avec le camion, son camion poubelle. Oui. Et je crois qu'il n'est pas le seul. Il y a plein d'enfants qui adorent jouer avec les camions poubelles. Comment vous expliquez qu'en grandissant, on développe du mépris pour ce métier? En fait, c'est quand même logique et cohérent, au sens où le vidangeur est l'opposé de ce qu'on fait à l'école. À l'école, on est assis, on apprend, tandis que, comme vidangeur, en fait, nous, au Québec, aucun niveau d'éducation n'est requis, aucun critère d'embauche, et même au contraire, j'ai envie de dire que des fois, de réfléchir, ça peut nous nuire, parce que lorsqu'on réfléchit, c'est qu'on s'arrête et on réfléchit à notre action. Il y a quelque chose d'absurde dans le métier de vidangeur. Alors, j'ai envie de dire qu'à l'école, c'est ce qu'on va dire, là. On va dire, écoutez, si vous étudiez pas, vous allez devenir vidangeur. Ça a un sens, mais malheureusement, c'est que ça véhicule aussi un mépris. Un mépris en lien avec un métier pourtant duquel on dépend. Mais ça n'a pas un peu changé, ça, parce qu'au moment du Covid, vous étiez les héros du quotidien, vous étiez salués. Ça n'a pas changé à ce moment-là. C'est peut-être votre livre qui est en train de changer les choses. Vous l'avez bien dit, hein, l'instant du Covid. Oui. Effectivement, on était très appréciés. Ensuite, je crois, on a oublié. Au Québec, effectivement, le livre marche bien. Donc, oui, il y a quelque chose qui se passe. Après ça, est-ce que c'est un phénomène de mode? Ça ressemble à ce qu'on voit au Québec. Oui. Est-ce que c'est un phénomène de mode ou un changement de culture? Moi, j'espère que c'est un changement de culture qu'on devrait d'ailleurs généraliser. C'est-à-dire qu'il y a énormément de métiers duquel on dépend et qu'on n'apprécie pas, je pense, à la juste valeur. Là. Mais moi, j'avais une question parce que en lisant l'une de vos interviews, vous parlez de la possibilité de faire un service civil pour des jeunes, parce que, en effet, ça touche à la fois à la compréhension du mode de consommation, c'est aussi quelque chose de physique. Est-ce que vous avez suggéré cette idée à des hommes et des femmes politiques? Et si oui, comment ont-ils réagi à l'idée de faire un service civil en termes de vidangeurs ou d'aide vidangeurs? En fait, c'est une bonne idée, je crois. Puis j'ai eu la chance, moi, de la dire sur certaines radios, mais les politiciens ne l'ont pas entendu, ou du moins n'ont pas prêté oreille. Je suis vraiment étonné. Mais je trouve que ça serait un excellent moment, en fait, de faire une mixité sociale. C'est-à-dire, c'est des gens peut-être qu'on ne côtoiera pas une fois qu'on a eu les études. C'est des gens duquel on dépend. Puis bien sûr, on a un contact avec le déchet. C'est-à-dire, toute personne qui met un déchet dans une poubelle, dans un bac, devrait aller voir un site d'enfouissement, matière recyclable dans un centre de tri. C'est la fin de la chaîne qu'on devrait voir. Oui, parce que vous dites que tout va à la poubelle, vous ramassez des écrans plasma. Vous dites que le vidangeur, c'est le Sisyphe de la société de consommation. Je rappelle, 2 tonnes de déchets solides produites chaque année dans le monde, jusqu'à 3,4 milliards en 2050. C'est énorme. Ça veut dire que pour vous, il y a une solution, c'est le fruganisme. Alors moi, j'ai découvert, je ne savais pas ce qu'était le fruganisme. Expliquez-nous. Mais c'est un peu, vous êtes un frugan. C'est comme ça. En fait, sur moi, j'ai beaucoup de choses trouvées dans les ordures. Mon déodorant, mais il était neuf. J'ai énormément de choses. C'est super facile parce qu'en fait, on est une société de consommation où rapidement, ce qu'on consomme, on a l'impression que ça devient rapidement un déchet. Mais une fois que le frugan, c'est vivre des rebuts de la société de consommation, c'est de les concevoir, le déchet, autrement. Puis du moment qu'on le fait, en fait, ça devient des ressources et non des déchets. Alors, les potentiels sont infinis. Moi, je trouve de l'or à toutes les années. De l'or OR à toutes les années dans les ordures. Moi, j'ai un brocanteur affilié qui me le rachète. Fait que si on dans les tiroirs, vous trouvez ça? Dans les tiroirs. Les commodes. Et dans les commodes, effectivement. Fait que c'est dire, une fois qu'on trouve de l'or, c'est dire l'univers des possibles est infini, on peut trouver n'importe quoi. Et vous avez meublé votre chez vous comme ça. Et vous dites, voilà, il y a des gens qui me demandent de leur trouver quelque chose et je le retrouve très, très rapidement dans la rue au cours de mes collectes. Et juste un dernier mot, vos collègues vous sont reconnaissants de ce livre et du succès parce que ça parle de ces destins
cassé. Souvent. Ouais. Ils l'ont lu, puis c'était le premier livre qu'ils ont lu de leur vie, en fait. D'accord. Oui, quand même. Eh bien, vous êtes encore plus que 50 000, c'est 60 000 exemplaires. On est rendu à 60 000. Et voilà, et c'est 2 milliards de tonnes de déchets solides, jusqu'à 3,4 milliards. Bravo à vous, vraiment, c'est passionnant, ça sort de l'ordinaire. Je n'avais jamais vu ça. C'est donc aux éditions Luxe. Merci encore, Simon Paré-Poupard. Et ça, bien sûr, vous allez repartir avec un très beau dessin, très inspiré de Pierre Kroll. Wow. Deux même, Vénard. Regarde, hein. Alors, oui, Pierre. parce que je trouve Monsieur passionnant, on a parlé un peu hors du plateau. La référence à Sisyphe, évidemment, m'a inspiré. Mais comme vous dites que vous trouvez ça plaisant, j'ai repensé à la phrase d'Albert Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux, évidemment. Vous n'avez pas l'air malheureux. Et alors, à propos du friganisme, je me suis permis cette petite blague, on va dire. C'est pas toujours un cadeau, évidemment, d'utiliser des choses du passé, quoi. On en est déjà à Céline Dion, on a perdu. Il a un peu rétréci au lavage, hein, c'est vrai. Merci encore, Simon Paré-Poupard, d'être passé sur notre plateau. Merci de m'avoir accueilli. C'est l'heure de notre troubadour, vous le connaissez des temps modernes, Benoît Forjard et sa dérive des continents. Et ce soir, cette question essentielle, sommes-nous hors sol ? Bonsoir Benjamin, ça va là-haut dans vos tours d'ivoire ? Vous vivez dans quel monde les mecs ? Non mais totalement déconnecté, hors sol. Toujours un délice d'entendre à la radio un candidat autoproclamé défenseur des vrais gens tomber de cheval quand on lui demande le prix d'un ticket de bus. Regardez-le s'embourber, chipoter pour nous faire croire qu'il est des nôtres. Le prix du bus, bien sûr, classe éco ou business, avec ou sans repas à bord, hors sol. On adore se lancer l'injure à la figure parmi ceux qui veulent passer pour des Français lambda et qui ne le sont jamais, ou presque. Hors sol, il n'y a pas pire insulte. Menteur, raciste, tout le monde l'est plus ou moins et ça n'empêche plus de se faire élire, tandis que hors sol, c'est très grave, ça vous disqualifie. C'est ainsi que des gens choyés par la fortune, des gens qui ni ne font leurs courses eux-mêmes, ni ne rincent leur baignoire eux-mêmes, entendent passer pour des clampins comme les autres. Pour eux, être hors sol, ce n'est pas habiter un quartier privé, ce n'est pas disposer d'un chauffeur. Être hors sol, c'est être ce technocrate blême et méchant, adepte de réunions oiseuses, zozo en roue libre égaré dans son algèbre où 2 et 2 font 0, ce fantôme qu'ils promettent de chasser du royaume de France à l'aide de leurs incantations. Le hors-sol est la créature maléfique de notre temps. Peut-être en avez-vous un chez vous, méfiance. Mais qui peut prétendre avoir les pieds sur terre ? Qui connaît la vie de bas en haut parmi les déconnectés de naissance qui réclament nos voix ? Quand Édouard Philippe a-t-il eu faim, froid ? Sur quel vécu personnel se base Madame Le Pen, qui de toute son existence n'a jamais fait la queue à la CAF, pour dénoncer sans complexe l'assistanat ? Je serais curieux de le savoir. Sûr que si la vie, la vraie, consiste à se faire surprendre par des paparazzi au cours d'une promenade digestive avec une princesse milliardaire, alors ce sont les allocataires du RSA qui sont hors sol. Ils planent à 15 000, ils rêvent. Merci de nous donner de quoi méditer, cher Benoît. Et on va continuer de méditer avec vous, Natacha. Rebonsoir. Bonsoir. Et votre question, réflexion de ce soir, eh bien, pourquoi quand on se sépare, se dit-on au revoir, chère Natacha ? Oui, cette petite locution, on l'utilise une vingtaine de fois par jour, en sortant de la boulangerie, en raccrochant, en saluant ses collègues, et dans le fond, on n'y pense jamais. C'est quoi au juste cet au revoir ? Alors, étymologiquement, c'est littéralement une promesse, jusqu'à se revoir, du latin riveder, pardon. L'expression existe en ancien français depuis le XIIe siècle, et celle qu'on utilise depuis le XVIIe. Et on l'utilise partout. Cette idée, on la retrouve dans l'italien, le arrivederci, la revoyure, le hasta luego espagnol, jusqu'à tout à l'heure, ou hasta la vista, et même en allemand, auf Wiedersehen. Même logique, de nouveau se voir. Ce petit automatisme quotidien, ce n'est pas un point final, c'est un trait d'union jusqu'à la prochaine rencontre. Oui, mais les Espagnols, eux, disent adios. Oui, c'est vrai. Adieu. Et adieu, et puis les Français, pendant longtemps, ont aussi utilisé cette formule, aller avec Dieu. D'ailleurs, chez les Anglais, le goodbye, c'est l'abréviation de God be with you. Même esprit, la protection divine. Mais avec le temps, en France, ça sonne de plus en plus lourd, un peu définitif, presque funèbre. Alors, il y a cette option plus légère, plus optimiste qui s'est progressivement imposée. Les Lumières, puis la Révolution française ont expurgé du langage courant les formules religieuses. Résultat, adieu, aujourd'hui, on ne l'utilise que dans des grands drames, des grandes ruptures, on ne le dit pas à sa caissière. Oui, il y a tous ces au revoir aussi qu'on ne dit jamais. Ah bah oui, ça c'est le cas typique de ceux qui quittent une fête discretos, sans rien dire. On dit filer à l'anglaise. Les Américains, eux, appellent ça the Irish goodbye, et les Anglais, the French exit. Bref, sans commentaire. Alors,
Souvent, c'est par anxiété sociale, par peur d'être retenu, par politesse, pour pas le froisser, ou simplement parce qu'on n'est plus en état d'aligner 3 syllabes. Et puis, il y a aussi tous ces au revoir qui n'en sont pas, ceux qu'on répète 10 fois par téléphone sans raccrocher, et puis tous ceux qu'on dit sans ne jamais les revoir, et on sait très bien. C'est un mensonge poli. Et pour le sociologue d'ailleurs, Erving Goffman, c'est un rituel d'interaction, une façon de clore un échange sans le rompre brutalement, un pacte implicite qui permet de faire société. Et d'ailleurs, La Bruyère le résumait ainsi: il me semble que l'esprit de politesse est une certaine attention à faire que par nos paroles et par nos manières, les autres soient contents de nous et d'eux-mêmes. Alors avant de se quitter, j'ai choisi une formule savoureuse, solennelle et plutôt drôle, celle-ci. Au revoir. Michi qu'on ne s'en lasse pas. Et on réhabilite le revoir, on veut plus de A+, et ciao. Merci, chère Natacha. Et bien sûr, un dessin, Pierre. Oui, ben, j'y avais pensé. Pierre, c'est le cas de le dire. Ouais. Figurez-vous. Mais non, moi j'ai fait un petit résumé de l'usage aujourd'hui. On dit adieu quand c'est pour toujours et bonjour quand quelqu'un arrive. Merci, cher Pierre. Merci à vous autour de cette table. Merci à toutes les équipes qui préparent cette émission en coulisses. Merci à vous de nous avoir suivis. À lundi, bien sûr, avec Elisabeth Quint à 20h05. Et on se quitte en musique avec, bien sûr, Michel Polnareff. Goodbye, Marie-Lou, tout spécialement pour vous, Natacha. Alors, je vous dis au revoir. Bonne soirée. Tchuss.